Salut Internet. Récemment, je me suis replongé dans une de mes BD favorites, Tintin au Tibet. Dans ce volume, il est sur les traces du Yeti et évidemment, mon cerveau est parti très loin. Qu'est-ce que j'aurais aimé participer à une expédition de légende dans l'histoire. Je sais pas, les cités d'or, l'Atlantide, les endroits dont on a que des pistes hyper floues mais que l'humanité rêve de découvrir, comme le Yeti finalement. Évidemment, aujourd'hui on va essayer de parler de mythes un chouïa moins connus. J'espère que vous êtes prêts parce que vraiment on part à l'aventure sur les traces d'endroits imaginaires, ou peut-être pas. J'avais envie de commencer avec une aventure qui me passionne depuis l'enfance et dont j'ai déjà dû vous parler il y a quelques années, celle de Raymond Mauffret. Au début des années 50, il a décidé de rejoindre le Brésil depuis la Guyane française, mais pas par n'importe quel chemin, celui des légendaires et inexplorés monts Tumucumac, histoire de s'enfoncer là où personne n'était jamais allé et de rencontrer en bonus un mystérieux peuple de blonds vivant encore selon des coutumes ancestrales au cœur de la jungle. Et honnêtement, quand on connaît un petit peu la végétation de cette région, vraiment le projet était dès le début assez mal barré. Je veux dire, même Raymond le savait. Il a écrit dans son carnet de bord, grosso modo, ouais, je suis pas hyper enthousiaste, giga frousse quand même. À ce stade, les gens normaux se disent alerte rouge, vraiment, faut pas y aller. Mais non, Raymond, il y fonce quand même. Après un trajet déjà bien compliqué de Mana à Maripasoula, il parvient en décembre 49 au chemin des Émérillons, un chemin ancestral de plusieurs dizaines de kilomètres que les autochtones ont toujours utilisé et qui doit le rapprocher des monts Tumucumac. Sauf que l'affaire était vraiment mal embarquée, Mauffret était déjà très fatigué et surtout parti avec très peu de vivres. Il était un petit peu en dèche de thunes, il a tout misé sur la chasse, la pêche, sauf que c'est pas aussi simple que ça dans la forêt. Il abandonne à un moment une partie de ses affaires, devenues trop lourdes à porter, et l'enchaînement de poisses continue. Il flotte à mort, son sac à dos lâche, il a les mains esquintées, il se foule la cheville et surtout, il a faim. La chasse était plutôt frugale. Sur la crique Tamouri, il essaie de faire un radeau en vain. Comme il meurt de faim, il finit par manger son pauvre chien Bobby. Dans un dernier élan, il décide de descendre à la nage. C'était le 13 janvier 1950. On n'a plus jamais vu Raymond depuis. Et on connaît la date parce qu'il notait absolument tout dans son carnet qu'il a abandonné le 13 et qui fut découvert par hasard. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son père, Edgar Mauffret, va le chercher pendant plus de 12 ans sans jamais le retrouver. Parfois, des rumeurs sur un vieil homme blanc vivant parmi les autochtones circulent. Ce qui est malheureusement certain, c'est que le jeune aventurier a disparu sur les traces d'un mythe, d'une illusion. Parce que ce que je vous ai toujours pas dit, c'est que les monts Tumucumac, ils n'existent pas. Il n'y a aucun relief d'une telle ampleur. Il y a bien quelques Inselberg au sud-ouest de la Guyane, mais vraiment rien de comparable à ce que Mauffret rêvait de trouver. J'ai pu prendre quelques relèvements intéressants le long de la côte et j'ai également découvert deux petites îles à environ 8000 à l'ouest de la position du navire. Je les ai appelées les îles Terra Nova. Ceux-ci sont les mots de l'explorateur australien Philip Lowe. Le 8 mars 1961, à bord d'un navire, il identifie deux îles qu'il surnomme Terra Nova. La découverte de Philippe est répertoriée par un comité qui reconnaît officiellement les deux îles. À ce stade, vous vous demandez ce qu'il y a de vraiment intéressant avec ce fait. C'est que depuis, on n'arrive plus à mettre la main dessus sur ces foutues îles. Depuis 1961, on a beau chercher, elles sont pas là. Les îles Terra Nova sont au monde ce que les chaussettes sont à la machine à laver. Et c'est vraiment fou parce qu'elles sont mentionnées dans plein d'ouvrages. On a commencé à se rendre compte du problème en 1989, au moment où une expédition a été organisée pour faire des prélèvements de roches sur ces îles. Quand les gars sont arrivés sur place, il y avait rien. Vraiment, c'était l'océan. Pourtant, ils avaient sorti le gros matos, les hélicos, un navire de recherche, une sonde, mais rien du tout. Alors, ils ont bien trouvé des îles, mais pas Terra Nova. Finalement, deux autres expéditions ont confirmé que les îles n'existaient pas. Bon, et sachez que des chaussettes flottantes égarées, il y en a beaucoup. Rien que sur Wikipédia, une liste répertorie toutes les îles fantômes connues. Et en cliquant sur certaines au hasard, je suis tombé sur des choses plutôt intéressantes. Par exemple, l'archipel Los Jardines, découvert au XVIe siècle, confondu avec d'autres îles, repositionnées ailleurs, redécouvert au XVIIIe siècle pour finalement être considéré définitivement comme inexistant dans les années 70. L'île Victoria, répertoriée sur des cartes depuis la seconde moitié du XIXe siècle, elle cesse de l'être dès 1932 car on sait pas ce qu'elle est devenue. Certains pensent qu'elle a bien existé mais aurait été engloutie par l'océan, d'autres pensent qu'il s'agit, comme toutes les autres, d'une île fantôme. Il y a aussi l'île Gange, plusieurs fois mentionnée sur des cartes marines depuis le XIXe siècle, elle a été l'objet de récupération politique par le gouvernement japonais. Au début des années 1900, un homme d'affaires japonais a affirmé qu'il
qu'il a découvert l'île et en a donné une description très précise. Une carte est même diffusée dans les journaux, des requêtes sont déposées demandant à placer l'île sous la juridiction japonaise, ce qui est accepté. Le 22 juillet 1908, le gouvernement japonais annexe l'île et la nomme Nakano Torishima. Les gars ont annexé une île qui n'existe pas. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions qui ont conclu à l'inexistence de l'île, notamment une aérienne en 1933, et histoire de pas passer pour détruite, le gouvernement japonais a gardé l'île sur ses cartes officielles jusqu'en 1946. Non mais, on sait jamais que le pilote de l'avion était bourré, il a pas vu notre île, etc. Voilà un peu les excuses qu'ils ont dû sortir. Enfin, ce que je retiens, c'est que les îles fantômes ont l'air d'être un sujet assez prometteur pour une prochaine vidéo. Dans ma vidéo sur les 7 légendes africaines qui font froid dans le dos, je vous parlais de cryptozoologie. Vous savez, l'étude des animaux cachés qui n'existent pas, on sait pas trop. Et pour rendre tout ça un peu plus parlant, j'avais pris pour exemple le Mokele Mbembe, une créature qui vivrait dans les affluents du fleuve Congo ou encore dans le lac Télé, en République du Congo. Il serait une sorte de dinosaure, un monstre du Loch Ness local finalement, qui a motivé lui aussi plusieurs explorateurs à partir à sa recherche. Déjà, pour vous donner une idée de la taille de la créature, son nom veut littéralement dire celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Ça calme un petit peu, hein, surtout quand les rivières ressemblent à ça. Sa première description connue remonte au XVIIIe siècle et a été faite par un abbé français qui décrit la bête comme un animal fabuleux, extraordinaire, énorme, laissant des traces gigantesques avec un long cou, une longue queue, un corps d'éléphant, une tête de serpent. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ouais, à mon avis, il faudrait peut-être le laisser là où il est, hein, le Mokele Mbembe. Une des premières expéditions connues, organisées pour le trouver, date de la fin des années 70. Un homme aurait réussi à photographier une créature sortant de l'eau. Ouais, alors je veux pas crier à l'imposture, hein, mais si on me dit qu'il s'agit d'un gros hippopotame, j'y crois tout autant. Et dans le genre photo un petit peu flou, il y a aussi la preuve qu'a rapporté une expédition japonaise en 92. Elle survolait le lac Télé et la vidéo a été révélée dans un documentaire de la BBC. C'est là, ce truc là, vous voyez? Non mais sérieux les gars, on est en 92. Les caméras sont capables de filmer ce genre de dinguerie, mais non, vous allez faire un petit reportage avec une caméra des frères Lumière. Depuis, un homme, Michel Ballot, se consacre à la recherche du Mokele Mbembe depuis plus de 15 ans. Il a déjà une dizaine d'expéditions à son actif. Certains extraits sont d'ailleurs visibles sur sa chaîne YouTube. Il travaille beaucoup avec les populations locales pour en apprendre plus à propos de l'animal. Et qu'on croit ou non à l'existence des cryptides, l'histoire a prouvé qu'il y a bien eu des cas où le mythe est devenu réalité. Les exemples les plus parlants sont ceux du saola ou de l'okapi, des animaux dont l'existence a été longtemps remise en question par les scientifiques. Et au-delà du Mokele Mbembe, il reste sans doute beaucoup d'espèces à découvrir qui risquent de nous surprendre. Depuis le XVIe siècle, des générations de colons se sont cassés les dents sur un mystère, ou du moins une quête, celle non pas d'une terre promise, mais d'un lac légendaire, le lac Parimé. Enfin, c'est pas vraiment la flotte qu'ils recherchaient, mais ce qui devait se trouver sur ces berges, le fameux Eldorado. Tout commence au début du XVIe siècle. Des colons ont vent par les autochtones qu'un pays d'or existerait au bord d'un lac salé en Amérique du Sud. La légende a été alimentée entre autres par Gonzalo Fernández de Oviedo Valles qui aurait vu un local s'enduire d'or, preuve évidemment irréfutable pour les Européens que le Nouveau Monde regorgeait bien de merveilles. Et à partir de là, sans qu'ils aient trouvé quoi que ce soit, les Espagnols ont décidé de faire apparaître le lac Parimé sur les cartes. Et je compte même pas le nombre d'expéditions qui l'ont cherché avec des fausses cartes du coup. Ils étaient plutôt mal partis. C'est quand même dingue, petit aparté, de se dire que de nos jours, grâce à un outil comme Google Maps, ce genre d'expédition qui coûte des sommes folles et qui aboutissent à rien serait évitable. Non, parce que là pour le coup ils se sont vraiment donné. Du style vider un lac en 1545 pour rien. Bon, j'exagère, il y avait quelques pièces quand même. Finalement, au 19e siècle, ça a commencé à percuter que s'il y avait un lac gigantesque au milieu de l'Amazonie, on l'aurait trouvé. Mais plutôt que d'avouer qu'ils ont juste un peu trop spéculé sans preuve, les Européens réduisent le lac sur les cartes pour progressivement le faire disparaître. Magie. Enfin, pas totalement. Aux dernières nouvelles, il y a des expéditions scientifiques menées dans le nord de l'Amérique du Sud qui laisseraient supposer que le lac rêvé aurait plutôt disparu. José Gomez, un archéologue vénézuélien, aurait découvert un lac fossile grâce à des analyses géologiques, des données issues des satellites et de la télédétection. Et ce qu'il a trouvé lui a fait immédiatement penser au lac Parimé. Il a simulé une inondation de l'endroit découvert et l'étendue d'eau qui s'est formée serait plus longue que large, exactement comme le Parimé sur les cartes du 16e. Les coïncidences ne s'arrêtent pas là, ce lac disparu est situé dans le même espace géographique. Ça fait beaucoup de points communs, mais malheureusement, aucune confirmation pour le moment, on n'est pas prêt de trouver l'Eldorado.
Le 5 février 2022, une équipe internationale de chercheurs navigue vers l'Antarctique avec une seule idée en tête, trouver l'Endurance, un bateau mythique englouti par les eaux glacées depuis plus d'1 siècle. Alors certes, le bateau en soi n'est pas légendaire, c'est vraiment un navire en bois qui a coulé. En fait, il est devenu légendaire grâce aux 2 expéditions qui ont contribué à le rendre mythique. La première est extraordinaire. Elle a lieu en 1914 et doit permettre à l'explorateur Ernest Shackleton et son équipage d'effectuer la toute première traversée de l'Antarctique depuis la mer de Weddell jusqu'à la mer de Ross. Son objectif s'annonce très compliqué et ce pour plusieurs raisons. D'abord la situation géopolitique, on est en 1914. 1914 ça daube un petit peu, question sécurité dans le monde. Shackleton doit éviter certaines zones plutôt dangereuses. La bataille des Falklands se déroule pas très loin, mieux vaut éviter le coin. Bon, la mission démarre et très rapidement, leur bateau se retrouve pris dans la glace. Du coup, obligé d'abandonner le navire et d'installer un camp sur la banquise. Et c'est à peu près tout. Voilà comment le bateau a sombré. Non, vraiment, il y a rien d'épique là-dedans. L'Endurance a été broyée, puis disloquée par la glace avant de s'enfoncer dans l'eau. Le capitaine a noté les coordonnées de l'endroit où le bateau a coulé, et c'est là que ça devient fou. Shackleton se retrouve désormais avec tout un équipage qu'il faut sauver. Après plusieurs tentatives d'avancer sans résultat, les hommes sont contraints de quitter leur camp de base. Ils grimpent dans leur canot de sauvetage et atterrissent sur l'île de l'Éléphant après des jours de galère. À ce moment-là, je vous l'ai pas dit, mais ça fait déjà des mois et des mois qu'ils sont en Antarctique. De là, Shackleton prend la décision de partir sur l'île de la Géorgie du Sud afin de trouver du secours. Dans son canot, upgradé par le charpentier de l'équipage, il se lance, lui et un petit groupe d'hommes, dans un voyage de 16 jours. 16 jours à parcourir des centaines et des centaines de kilomètres dans une mer déchaînée. Et c'est toujours pas fini, Après leur arrivée, ils doivent rejoindre une station baleinière située sur le côté nord de l'île, et donc se taper à pied une traversée de montagnes et de glaciers. Je vous rappelle qu'on parle de 3 ou 4 gars qui viennent de passer des mois en Antarctique, des jours de navigation, ils sont au bout de l'épuisement, de la faim, et finalement, enfin, ils y arrivent et parviennent à organiser une mission de sauvetage pour le reste de l'équipage, toujours coincé sur l'île de l'Éléphant. Ça a été compliqué et épuisant, mais tout le monde a pu être sauvé. Vraiment, la détermination de Shackleton me sidère. Il a tout tenté pour sauver ses hommes, et je me dis qu'il fallait faire preuve du même dévouement pour retrouver l'Endurance. Car oui, la 2e expédition de légende est moderne. Le bateau a bien été retrouvé par l'équipage d'Endurance 22 l'année dernière. Et si vous vous demandez pourquoi ça a pris autant de temps alors que le capitaine de l'époque avait fourni les coordonnées, eh bien sachez que même si le navire était piégé, il continuait à dériver. En tout cas, un fait qui se termine bien, autant en 1916 qu'en 2022. Ça fait bien plaisir. Un yéyé, un yéti! C'est certainement à quelques mots près ce qu'a dû dire Brian Hodgson lorsqu'il a cru apercevoir un abominable homme des neiges, enfin du moins un étrange primate au beau milieu de l'Himalaya en 1832. La légende du yéti était née. Mais elle a réellement pris de l'ampleur dans les années 50, après que le célèbre explorateur Eric Shipton a photographié une mystérieuse empreinte alors qu'il cherchait un chemin alternatif pour grimper l'Everest. On y voit une trace de pattes de plus de 30 cm ayant une forme presque humaine, à la différence qu'elle était bien plus ronde. La photographie fait immédiatement le tour du monde. Et ça peut nous paraître dingue de nos jours, mais cette preuve-là de cet homme sauvage est considérée comme véridique. Déjà parce qu'au milieu du XXe siècle, c'est courant que des grosses espèces animales totalement insoupçonnées deviennent connues du grand public, comme le dragon du Komodo en 1910 par exemple. Alors pourquoi pas le Yeti? En plus, Shipton est réputé et fait autorité à l'époque. Il se serait pas fait chier à dessiner une empreinte dans la neige quand même. Quoi qu'il en soit, quelques témoignages ont popé et les légendes népalaises ont participé à la prolifération du mythe. Ni une ni deux, des expéditions scientifiques sur les traces de cet animal rare en voie d'extinction se forment. Celle du Daily Mail en 1954 par exemple, qui a tout de même rameuté plusieurs centaines de personnes. En 1960, celle de l'encyclopédie World Book, menée d'ailleurs par la star des Himalayistes, Edmund Hillary. Malheureusement, en réalité, les récits sur le Yeti n'étaient pour la plupart que des mensonges créés de toutes pièces par les alpinistes pour que les ascensions continue d'être financée. Et oui, au début des années 50, la presse se désintéresse des exploits sur le toit du monde. Je veux dire, ça y est, on a atteint l'Everest, on s'en fout du reste. Les alpinistes qui cherchaient des financements ont bien flairé le filon et ont alimenté le mythe de l'abominable homme des neiges pour que les journaux sponsorisent en masse leurs expéditions. Et si vous croyez que l'histoire s'arrête là, vous vous mettez le piolet dans l'œil. Parce que des gens continuent d'y croire, dur comme fer, si bien que récemment, des analyses ADN ont été menées sur les soi-disant échantillons de Yeti découverts. Mais non, la science a tranché. Ce sont des restes de chèvres et d'ours.
début des années 2000, l'anthropologue et archéologue italien Mario Poglia a trouvé parmi des milliers d'archives une lettre datant du XVIIe siècle qui va réveiller un vieux mythe, celui de la légendaire cité inca de Paititi. Dans cette lettre, un missionnaire décrit une grande ville remplie d'or et de bijoux située dans la forêt amazonienne que les autochtones appellent Paititi. Pour certains, la découverte de Mario constitue la preuve que la ville mythique existe. Et l'engouement du mythe ne date pas de cette découverte. Depuis le début du XXe siècle déjà, on compte pas moins d'une quinzaine d'expéditions organisées dans le but de la débusquer. Et je vous le dis, Paititi ne se laisse pas attraper facilement. Tout le monde s'y est mis. Les Britanniques, les Polonais, les Chiliens, les Norvégiens, les Péruviens, pour ne citer que. Je vais pas vous mentir, avoir un historique précis de vraiment toutes les expéditions organisées pour trouver Paititi, c'est pas une mince affaire. Parce que entre les explorateurs d'éther qui consacrent leur vie à ça, ceux qui disparaissent pendant leur mission, ceux qui ne trouvent rien, ceux qui mitonnent un petit peu, et ceux qui trouvent des choses déjà trouvées par le passé, vraiment Paititi doit bien se marrer caché derrière son buisson. La fine fleur de l'exploration. Et même si elle n'a pas encore été trouvée, toutes ces explorations n'ont pas été vaines. Par exemple, en 2017, une équipe de 4 aventuriers ont découvert des ruines perdues dans une région sauvage péruvienne. L'accès au site a été très compliqué, plusieurs jours de marche en pleine forêt, loin de tout. Eux-mêmes n'affirment pas avoir trouvé la cité perdue, mais voilà, cette info a remis un coup de projecteur sur la légende. Et pour vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Paititi, une équipe se consacre, encore à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à sa découverte. Une expédition test a été organisée en 2019 afin de préparer la mission officielle prévue cette année pour 2023. Et vraiment, on leur souhaite de la réussite. Et si vous me permettez juste de passer un petit message perso, à l'attention de l'équipe, si vous avez besoin d'un gars en plus, je suis dispo. Je connais un petit peu l'Amazonie, ça me tente très bien de découvrir une cité mythique remplie d'or, tout ça. Bon, franchement, ce genre de légende, on en veut toujours plus. Je peux pas m'empêcher d'espérer que demain, il y ait des chercheurs qui mettent au jour une dinguerie comme Paititi. Je sais pas moi, une cité avec des langues inconnues, une civilisation disparue, ou simplement de nouvelles traces de peuples oubliés. Bref, si vous connaissez d'autres lieux légendaires ou des expéditions du même genre, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Allez, à très vite, salut Internet.